Bonjour à tous, comme à chaque émission, j'ai le plaisir de vous accueillir avec la pétillante Emmanuelle Klein. Bonjour Emmanuelle. Bonjour à tous, salut. Et avec notre rougeoyant et fidèle journaliste de notre partenaire BD Geste, Laurent Gianatti. Bonjour Laurent. Salut Nicolas, salut Emma. Salut, rougeoyant parce qu'il est au sud, et bien oui, il vient de loin le gars, c'est ça? Voilà, c'est ça, rougeoyant ce soir. Nous nous retrouvons pour un numéro d'Entrecast consacré principalement à l'exposition Shoah et bande dessinée qui se tient au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 30 octobre. Nous commencerons par vous présenter l'exposition appuyée par un entretien de Didier Passamonique, qui est journaliste et commissaire de l'exposition. En seconde partie de l'émission, surtout ne manquez pas une interview extraordinaire, exceptionnelle de Chris Claremont, le fameux scénariste comics américain, dont l'un des personnages mythiques, Magneto, est présenté au Mémorial de la Shoah en ce moment. Ensuite, nous retrouverons Laurent qui nous présentera son coup de cœur BDGS, puis nous finirons en parlant de quelques livres qui nous ont séduits ce mois-ci. Attention, c'est parti. Et bien on a dit effectivement on va consacrer une grande partie de l'émission à cette exposition intitulée Shoah et bande dessinée. C'est un thème un peu dur évidemment d'associer ces deux termes. A priori c'était assez inattendu. Ça a démarré mi-janvier, enfin 19 janvier précisément au Mémorial de la Shoah. Ça va durer jusqu'au 30 octobre. Vous avez le temps, si ce n'était pas encore fait, d'aller venir la voir. Il y a vraiment extraordinairement plein de pièces extrêmement rares. Voilà, et c'est hyper intéressant ce qu'ont fait les commissaires d'expo d'avoir rassemblé ça. Vous le voyez, l'affiche c'est signé Bilal. Ouais. C'est un beau cadeau évidemment de cet auteur de s'être ainsi engagé pour cette exposition. Le Mémorial de la Shoah, c'est un lieu qui est quand même un peu austère évidemment, le thème est difficile, quand on arrive il y a des murs de noms avec tous les gens qui sont décédés, etc. Voilà, donc 75 ans après, depuis 1942 à 2017, c'était l'occasion de faire un espèce de petit bilan sur tout ce qui s'est fait en bande dessinée sur ce thème. Et donc on a rencontré Didier Passamonique, qui est un des commissaires d'exposition, qui lui a vraiment fait ce travail d'historien, d'aller rechercher tout ce qui a été dit en comics, en bulle, sur la BD, sur le thème de la Shoah. C'est parti. Bonjour Didier Passamonique. Bonjour Emmanuel. Vous êtes commissaire d'exposition de cette belle exposition qui s'intitule Shoah et bande dessinée. On est ici au Mémorial de la Shoah. Et c'est un endroit, forcément, ça pouvait ne se faire qu'ici? Ça pouvait se faire qu'ici, mais ce n'était pas évident, parce que Shoah et bande dessinée, c'est une association un peu osée, voire culottée. Donc, puisqu'on a affaire d'un côté à un sujet grave, c'est quand même le génocide du XXe siècle, et d'autre part, bande dessinée, c'est quelque chose de léger, ça se dit fumetti en italien, petite fumée, voire comics en américain. Et donc, comics et bande dessinée Shoah, c'est pas forcément une association très évidente. Qui a eu l'idée justement de les associer? C'est Joël Kotek et moi, Joël étant un historien spécialiste de la Shoah, moi je suis un spécialiste de la bande dessinée, et donc on a associé nos compétences pour essayer d'une part collectionner toutes les bandes dessinées qui avaient comme thème ce sujet-là, et puis par ailleurs, il y a une analyse à faire, une contextualisation. Ces bandes dessinées ne sortent pas par hasard à des périodes données. Il y a des contextes à ça. Et donc, c'est là que j'avais vraiment besoin de Joël Kotek. Mais finalement, vous avez tous les deux effectivement un travail d'historien avec un grand H de la bande dessinée et de la Shoah en particulier, puisqu'il a fallu retrouver tous ces auteurs qui ont travaillé un jour sur la Shoah, qui l'ont mise en scène dans leur livre en images. Il a fallu retrouver les auteurs, ça c'était le moins compliqué, mais surtout les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, par exemple La Bête est morte, qui est une bande dessinée parue en novembre 1944. Il fallait retrouver les originaux et on les a dans l'expo. C'est facile ou pas, justement? C'est extrêmement difficile. Il y a des œuvres dont on ne sait pas où elles se trouvent. Par exemple, Master Race de Kriegstein et Feldstein, qui est une œuvre centrale dans l'histoire du comic book américain, la première représentation de la Shoah aux États-Unis. On a réussi à trouver la couverture du fascicule chez un collectionneur américain dans le Texas. Donc c'est pas évident et ça coûte très cher.
L'œuvre la plus connue en bande dessinée traitant de la Shoah, c'est évidemment le Maus de Spiegelman, qui date des années 80 déjà. Cela dit, moi j'ai découvert ici, c'est la première fois que je voyais des originaux de ce livre-là. Spiegelman, rappelons-le, il a eu le prix Pulitzer en 92 pour ce livre-là, preuve que ça a daté dans l'histoire de la Shoah et de la bande dessinée tout court. Il y a un avant et un après Maus, c'est clair. Avant Maus, on parle vraiment pas de la Shoah, c'est anecdotique. Après Maus, ça devient véritablement un véritable sujet de récit, de fiction. Maus est une révolution à divers titres, et l'un des principaux titres, c'est le moment où le roman graphique prend véritablement son ampleur et devient également un lieu de mémoire. Dans les planches qui nous entourent, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a touché, vous aviez à cœur de retrouver, ou qui vous a ému quand vous l'avez vue? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Mais clairement, Mickey Hagurtz, qui est toujours reproduit plus grand que l'original. Souvent, les originaux sont plus grands que les reproductions. Ici, c'est l'inverse qui se passe. Et là, on comprend, en fait, en voyant l'original, que c'est vraiment un livre qui circule sous le manteau, parce qu'il est tout petit. Il a la taille presque d'un timbre-poste, pour ainsi dire. Et ça, c'est émouvant. Ce qui est émouvant aussi dans ce livre, c'est que l'auteur a fini ses jours à Auschwitz. C'est une œuvre qui a été faite pendant qu'il était enfermé au camp de Gürz. Et en fait, à partir de février 1942, il est livré par Vichy aux nazis et il est assassiné immédiatement en arrivant à Auschwitz. Et donc rien que ça, c'est émouvant. L'autre chose qui m'a beaucoup ému, mais ça c'est à titre personnel, ce sont les dessins de Jim Kaliski, qui est un jeune Belge dont le père est décédé à Auschwitz. Et il a fait une suite de 500 dessins, dont quelques-uns sont dans l'expo, qui montrent notamment un personnage qui est un juif qui a dénoncé ses coreligionnaires et qui est très connu de la communauté belge et en fait qui a dénoncé ma propre famille. Et donc, c'est pour moi très émouvant de retrouver ici. Merci Didier Passamonique. Merci Emmanuel. Didier Passamonique, commissaire de cette exposition, donc Shoah et bande dessinée, il y a un catalogue, parce que j'ai dit il y a 200 œuvres qui sont présentées dans l'exposition, mais il y en a beaucoup plus dans ce livre-là. C'est un catalogue extrêmement riche, dans lequel on va retrouver évidemment les pièces qui y sont, mais beaucoup plus encore, des textes aussi, c'est très très étudié, ils ont classé ça par chapitre. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'auteurs américains qui ont travaillé sur le sujet, mais voilà, puis des auteurs évidemment européens, français, enfin tout ça. Donc c'est vraiment voilà, un très très beau livre que je vous recommande. Pour ceux qui n'auraient du coup pas le plaisir et le loisir d'aller à l'occasion, enfin voir cette exposition à Paris, bah, vous pouvez du coup aller découvrir donc ce magnifique catalogue donc, qui est publié, co-édité par le Mémorial de la Shoah et les éditions de Noël Graphique. C'est évidemment signé donc, par les deux commissaires d'exposition, Didier Passamonique et... Pardon, je voulais juste revoir son prénom, je ne me trompe pas, c'est Joël Kotek, voilà, que je ne l'écorche pas. Donc voilà, à découvrir absolument. Mais on a d'autres surprises dans cette émission aujourd'hui. Une petite pause et on revient. Alors effectivement, la belle surprise du jour, c'est l'interview extraordinaire que nous a donné Chris Claremont. Alors qui est Chris Claremont? Chris Claremont est un scénariste de comics américain d'origine britannique. Il est né en 1950. Il s'est vite exporté aux États-Unis pour rejoindre l'équipe Marvel. Et qu'a-t-il fait dans l'équipe Marvel? Il est surtout connu pour avoir scénarisé pas mal d'aventures des fameux X-Men. Les X-Men, la série incontournable, créée par Stan Lee et Jack Kirby en 1963. Donc les X-Men, ce sont ces super-héros mutants, ils ont tous des pouvoirs, ils sont tous différents, et ils sont canalisés par un personnage emblématique. Absolument. Un personnage emblématique. Xavier. C'est pour ça que c'est les X-Men. Oui, d'accord. Je lance des perches. Oui, excuse-moi. Oui, Xavier, donc ça commence par un X, voilà. D'où les X-Men, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Chris Claremont? Donc, carrière absolument extraordinaire. Il est arrivé, donc, il a commencé sur les X-Men en 1967. Il a commencé par donner un petit peu des coups de main sans vraiment prendre la série en main. Et puis, en fait, très vite, il s'est imposé comme étant très créatif, ayant beaucoup d'idées, et il a repris surtout des personnages qu'il a fait évoluer, des personnages qui étaient plutôt considérés comme des personnages secondaires, qui sont en particulier Cyclope, évidemment très connu, et surtout Wolverine qui est devenu Wolverine aujourd'hui,
grâce à Chris Claremont. Il faut savoir que Wolverine à l'origine était vraiment un second rôle, et le développement du personnage, c'est à Chris Claremont qu'on le doit. Et puis on doit un autre personnage extraordinaire à Chris Claremont, c'est le fameux pendant de Xavier, du professeur Xavier, à savoir Magneto. Donc Magneto, c'est un personnage dont il va nous parler en particulier, puisque... c'est le lien avec cette exposition Showa et bande dessinée, on dit Magneto en anglais. Ok. Je vais prendre des cours d'anglais pour la prochaine émission. Vous entendrez, parce que du coup, quand il en parle, il va parler de Magneto. Et voilà, c'est bien de celui-ci dont on parle. Et donc, alors, juste pour situer, qui est Magneto, excuse-moi. Donc, c'est un ami d'enfance, en fait, du professeur Xavier, qui, lui, a vécu les camps de concentration. Il a d'ailleurs un tatouage, et c'est certainement ce qui l'a traumatisé pour la suite. Là où Xavier est ouvert au monde et estime que les mutants et les humains peuvent cohabiter, de son côté, Magneto pense que les mutants, c'est la nouvelle génération d'humains, et que les humains sont obsolètes et qu'il faut les éliminer. Sa philosophie, c'est tuer ou être tué. Voilà. Donc, il nous a donc Chris Claremont, qui vient assez peu fréquemment en France, il faut le reconnaître, est venu à l'occasion donc de cette exposition extraordinaire. On l'a rencontré fin janvier. Moi, je peux dire qu'il est aussi du coup passé à Angoulême. Il a fait les deux. Il est venu pour l'inauguration de l'exposition. Il est venu faire un tour à Angoulême. C'est une superstar du comics, mais vraiment. C'est-à-dire que les gens l'applaudissent sur son passage. Je l'ai vécu à Angoulême. Ouais. C'est très impressionnant de voir à quel point les gens l'apprécient. Il était très impressionné, très intéressé évidemment de le rencontrer. Il a donné des conférences qui étaient passionnantes. Vraiment, c'est un type qui a énormément de bagou. Vous allez l'entendre. Il fait des réponses très longues et c'est passionnant. Et d'ailleurs, pas que dans le monde de la bande dessinée, parce que moi, je me suis rendu compte en travaillant autour du personnage qu'il est aussi romancier entre guillemets, et qu'il a coécrit avec George Lucas la série Willow. Oui, c'est vrai. Non, il a plusieurs cordes à son arc, ce cher monsieur. Encore une fois, très talentueux, évidemment. Et alors, la première question que je lui ai posée, parce qu'on va avoir envie de l'entendre, hein, pardon Nicolas, mais oui, un peu de Chris, s'il vous plaît. Voilà, la particularité, c'est que ce personnage, donc Magneto, n'existait pas, mais qu'il a eu l'idée de lui créer donc ce passé à la Shoah. C'est donc le lien avec l'exposition Showa et bande dessinée. On écoute la réponse de Chris Claremont. I was trying to figure out what made him the way he is, and since clearly working from the visual that we already had, we knew Magneto was basically European. What was a seminal event in Europe that would define his life? And since I was writing this in 1977, 78, looking back 25 years, it was obvious. And that, thinking on those lines, everything fell logically into place. Il faut toujours expliquer pourquoi ils sont devenus en l'occurrence super vilains. Well, I think the difference is that while he had, before I took over the X-Men, had been portrayed as a supervillain fighting for mutant supremacy, that was all anyone knew about him. For me, as I began rebuilding his character or fleshing out his character, I no longer saw him exclusively as a villain, as he does not see himself as a villain. He is someone fighting for the survival of his people. He is someone who has seen society, the state, actively decide as an instrument of state policy that a segment of its population must be expunged, and then proceeding to execute that with all the, forgive the cliche, ruthless efficiency of a modern industrial power. And doing it not only within the original borders of Germany, but extending them to all of occupied Europe, to France, to Italy, to Poland. That is an inescapable reality of our history. And as Magneto evolved, it was the defining moment of his existence. And the terror, the source of the terror within him, that if he does not act to save his specific people, mutant kind, the same will happen to them. Regardless of the fact that they have superpowers, regardless of the fact that they, as X-Men, have been fighting to protect humanity from adversaries
both on the planet and from outer space. In the end, people will turn on them, governments will act to destroy them. To Magneto, the only solution then is to destroy them first. And the struggle between Magneto and Charles Xavier, the head of the X-Men, is Xavier speaks to the concept of we must find a way to live together. Regardless of how we describe ourselves, we are all human beings. We all live on this planet together. We must find a way to do so in peace and harmony. Magneto's response in the beginning is, "You're a fool. That never works. Someone must always impose peace from above. I would rather it be me doing it for the benefit of all than someone doing it to me and saying, you are to be expunged." L'autre particularité de Magneto, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le seul super-héros qui soit juif ou même qui soit religieux tout court. Well, actually, when I started writing his evolution, I deliberately did not specify because I did not want him to be perceived as simply one thing or another. My point with Magneto is that he is a victim of the Shoah. He is striving on behalf of mutant kind to prevent it. The catalyst that triggers his active realization that his path was wrong and that he must find another way comes in the 150th issue, where in a battle with the X-Men, he lashes out and unwittingly he thinks he's being attacked. He assumes it's by one of the adult X-Men and he smashes down his attacker, who turns out to be Kitty Pryde, who is a 13-year-old girl, a child. She was officially the first Jewish character to join the X-Men, to be established as a superhero. But for Magneto, seeing her, striking her down, reminds him of how callously, in his young adulthood, he had witnessed his own 13-year-old daughter struck down by by bigots in Eastern Europe. And he realizes in that moment, what have I become? I have just, in his mind, killed the very person I've been fighting my whole life to save. What does that make me? My wife turned away from me and fled in horror when she saw what I had done. And that did not stop me. But now I have taken the next step and done a horror that even I recognize. And when one of the X-Men, Storm, comes up and says, you've struck down Kitty. Oh boy, if you have a God, pray to him because I'm about to do the same to you. And he says, go ahead. I don't care. After what I've done, this is what I deserve. And then she steps back and says, she takes a moment to consider what he has just said, what he has just realized, and what she is about to do, and she holds back. And that in turn, once Kitty recovers, makes him start to rethink, to question, to challenge, and eventually to reject all of the precepts of his life, and perhaps turn towards finding a better, more positive way to achieve his goals. Une question très clairement à propos de cette exposition. Est-ce que vous connaissez, j'imagine, Joe Kubert, Art Spiegelman, certains des autres artistes qui sont exposés ici? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez découvertes? Oh, always, especially in France. The joy of coming to an exhibition like this, of going to Angoulême, is to literally to discover artists that in America we don't know exist. And of course, purely solipsistically, hoping that one will have a chance to work with them. Oh, really? But no, it is
quite wonderful to see how other people approach the same subject, the same stories, sometimes the same characters, and present them in a way that is totally different from what I have in mind or what I had in mind. And sometimes they're great, sometimes I disagree with what's being said or what's being shown. But it is a wonderful experience. And you know, that is worth the effort of coming, to see how other people do things, and as a consequence try to find a way perhaps to do them better. Thank you very much. It's an honor to have you in this show. Thank you. Thank you. The pleasure was mine. Le plaisir est pour lui. C'est ça. On l'a pas traduit. Je dis que c'est un honneur de l'avoir dans cette émission et il dit que le plaisir était pour lui. Effectivement, c'était un échange pour lui. C'est intéressant de venir rencontrer les lecteurs, les journalistes, enfin les gens qui lisent ses livres. Évidemment, faire des bouquins dans son coin, c'est bien aussi après de pouvoir échanger. Absolument. Voilà, je rappelle que donc on l'a rencontré dans le cadre de cette exposition Shoah et bande dessinée qui se tient donc au mémorial de la Shoah. L'adresse précise, c'est 17 rue Geoffroy-Lanier dans le 4e à Paris, donc au mémorial de la Shoah. Voilà un lieu évidemment qui propose plein de choses, des témoignages toute l'année et donc des expositions temporaires comme celle-ci. Donc jusqu'au 30 octobre. Voilà, rendez-vous est pris. N'hésitez pas à aller découvrir ces très très belles planches extrêmement rares. Voilà. Eh ben c'est le moment que toutes les jeunes femmes adorent, c'est-à-dire c'est le moment de retrouver notre amie Laurent Giannati pour son coup de cœur BD Geste. Alors Laurent, qu'est-ce que tu nous as réservé pour cette semaine ? Déjà, merci Nicolas pour la présentation qui m'a fait très plaisir. Alors, je vais vous parler donc du tome 4 de Gus, qui est un événement. Déjà parce qu'il s'agit d'un album de Christophe Blain qu'on ne présente plus. Bien sûr. Et surtout parce qu'il a fallu attendre plus de 8 ans entre le tome 3 et le tome 4. Alors pourquoi ? Parce qu'entre-temps, Christophe Blain avait notamment commis Quai d'Orsay, qui a eu un succès phénoménal en France et ensuite au cinéma. Et aussi parce qu'on a un grand plaisir de retrouver ces trois piniclés, Clem, Gratte et Gus, qui évoluent dans un univers de western. Ils passent leur temps à braquer des banques et à braquer des trains, mais aussi à essayer de trouver l'amour avec plus ou moins de succès. Dans ce tome 4, on s'attache plus particulièrement au personnage de Clem, qui s'est un petit peu embourgeoisé entre-temps. Il a ouvert une entreprise de quincaillerie. Il continue à braquer des banques pour assurer un statut social. Il s'est marié avec Ava, une célèbre romancière. Il a une fille, Jamie. Donc on retrouve des thèmes un petit peu plus matures pour Christophe Blain. On retrouve le thème de la parentalité, on retrouve le thème du couple qui va plus ou moins bien. Bon, ça, vous allez le découvrir dans ce tome 4. Oui. Comme à son habitude, Christophe Blain met des personnages connus dans ses albums. Alors c'est assez marrant, on retrouve le personnage de Captain Beefheart qui est décédé il y a pas si longtemps, et puis des figures du cinéma telles que Gene Wilder, Robert Duvall, Sterling Hayden. Donc c'est toujours un plaisir, tous ces petits clins d'œil. Et en fin d'album, on retrouve deux bonnes nouvelles. Donc déjà, le tome 5 est annoncé en fin d'album, il s'appellera Rose. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on espère qu'on va pas attendre 8 ans. C'est ça veut dire qu'il enchaîne direct avec un Gus derrière, il n'a pas repris d'autres engagements. Alors si, pas exactement Emma, puisque il est en train de travailler sur le tome 6 de Isaac le Pirate. Encore un grand retour. Plus longtemps que ça. Ouais, on attend le tome 6 depuis 2005, donc ça fait carrément 12 ans. Les plus jeunes lecteurs ne connaissent même pas la série. On se demande ce qu'il fait, ce Christophe Blain, franchement. On se demande. Et donc le prochain album devrait être en principe un Isaac le Pirate et ensuite un Gus. Beau planning pour ce garçon, très talentueux, qui fait tout, un scénario, dessin. Il s'attaque au western, au pirate, et il fait plein de choses. Et à chaque fois, ça marche. S'il a raison de continuer. C'est ça. Très bien, merci Laurent. On se retrouve évidemment bientôt. Lors de l'avant-dernière émission, j'avais commencé à parler d'un livre qui me tenait un petit peu à cœur. Et donc, j'avais promis que j'en reparlerais. Donc, ce livre s'appelle « Secret pour secret ». C'est un livre qui est réalisé par Charlotte Bousquet et JP, alors qui ne sont pas vraiment connus dans le monde de la bande dessinée, purement. Charlotte Bousquet, c'est une femme qui est philosophe de formation. JP, il vient plutôt du monde de l'illustration. Et ensemble, ils ont créé donc ce premier ouvrage d'une trilogie
Tiens, on peut peut-être le feuilleter un petit peu. Alors, l'idée principale de cette trilogie, c'est que ça se passe autour d'un lycée, et chaque ouvrage présentera un élève du lycée, le premier étant, racontant l'histoire d'une jeune femme de 16 ans, une jeune ado de 16 ans, qui se trouve malheureusement à tomber enceinte dès le début de l'histoire. Et en fait, ce que révèle le livre au fur et à mesure, c'est ce qu'elle va vivre au quotidien dans cette espèce de parcours très complexe pour une jeune femme de 16 ans, entourée par d'autres jeunes gens, donc qui ne sont pas plus aptes qu'elle à réagir à ce genre de situation. Et c'est très touchant parce qu'en même temps, ça s'adresse effectivement à un public plutôt adolescent, mais en même temps, c'est traité grâce à la philosophe scénariste, c'est traité d'une manière assez intelligente et assez mature, c'est-à-dire que c'est pas débilitant, on va dire, c'est un livre qui raconte une belle histoire et qui donne des clés pour se sortir de ce genre de situation. Donc ça, moi, c'est vraiment un type de lecture que je conseille à toutes les jeunes filles. Puis alors moi qui aime bien, pardon, j'entends pour le fond, pour la forme, j'aime bien par exemple, vous voyez, le livre est vert et la tranche des pages sont vertes aussi. Donc voilà, je sais pas que je vous mets pour que vous le voyez également. Et voilà, c'est ce genre de petits détails. Je connais pas cet éditeur, Gulfstream Editor, ça vient d'où ? Eh ben, c'est un tout petit éditeur. Je crois que c'est un des premiers livres qu'il édite en termes de bande dessinée. Ils font surtout du livre jeunesse. C'est aussi une manière de présenter. Moi, j'aime bien quand des plus petits éditeurs arrivent dans le monde de la bande dessinée. C'est toujours bien de les présenter. Voilà. Donc voilà, c'était important pour moi de vous en parler. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Donc, déjà oui, déjà. Donc, j'ai pris mes petites notes. Vous pouvez revoir évidemment notre superbe émission en replay sur le site de Watch, bien sûr, sur le site de notre partenaire BD Gest également. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Dailymotion et en podcast. Vous en avez pris l'habitude maintenant. La semaine prochaine, donc, c'est Christophe qui présente l'émission. Nous retrouverons donc l'émission tous les jeudis à 20h. Nous retrouverons le jeudi 2 mars à 20h avec un invité assez sympa, un éditeur qui s'appelle Vendry Leroy. Donc on vous dit nous à 15 jours. Et puis sinon, bonne fin de soirée et continuez à lire de la BD. Au revoir Emma. Merci beaucoup, à bientôt, salut à tous.